Alors on le connaît tous, ou presque, c'est l'un des patrons de banque les plus influents au monde. Et donc les sorties du boss de JP Morgan Chase ont toujours de l'écho auprès des investisseurs. Et bien cette fois, Jamie Dimon se laisse à des prévisions qui sont plutôt sombres, plutôt dark. Et il nous dit récession sous 6-9 mois aux États-Unis, c'est pas le seul. Et Wall Street qui pourrait perdre 20% de plus. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Tout ça, évidemment, n'est pas de nature à rassurer les investisseurs quand on a un CAC 40 qui est à 5800 points. Est-ce qu'il ne dit pas tout haut ce que beaucoup de grands banquiers à Wall Street pensent tout bas, quelque part? Disons qu'il a une forme de parole libérée. Déjà, la dernière fois, ça devait être au mois de mai probablement. Il parlait d'un ouragan qui arrivait sur les États-Unis. Finalement, je me suis trompé, ce n'est pas des nuages, c'est plutôt un ouragan qui risque d'arriver. Donc là, il en remet une couche avec 20% de baisse potentielle. Très honnêtement, je pense qu'il a une forme de franc-parler qui déjà est relativement adéquate à la période. Effectivement, l'environnement aujourd'hui fait que les nuages qu'il évoquait en fait. On s'est déjà tapé 25% de baisse du Standard & Poor's 500, donc 20% de plus. D'ailleurs, il dit bien que ces futurs 20% seraient beaucoup plus douloureux que les 20 premiers qu'on vient de se taper. Ce qui est difficile d'ailleurs pour les investisseurs professionnels, c'est souvent légitimer une baisse. Les gens peuvent comprendre une première partie de baisse associée à une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le client final, en fait, il peut le comprendre parce qu'évidemment, il y a l'argument qu'on peut mobiliser, qui est un argument valable. C'est un choc externe qu'on ne pouvait pas anticiper. Boum, on l'a pris en fait dans les dents. C'est presque la vie, j'ai envie de dire. Voilà, malheureusement, on aurait aimé ne pas être dans les marchés, mais c'est très difficile en fait de l'anticiper. C'est un peu l'histoire de la première partie quand même, donc de la baisse qu'on a connue jusqu'à maintenant. La deuxième partie de la baisse, et donc on va l'associer ça avec un choc externe qui nous entraîne dans un péril inflationniste. Et donc forcément les banques centrales qui embrayent, etc. Mais c'était difficile à anticiper. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le péril inflationniste devient un péril récessionniste et c'est ce qu'il évoque là. Et ça, c'est beaucoup plus douloureux parce qu'il va être évidemment concomitant. La récession, c'est concomitant à une baisse des salaires, une difficulté d'avoir une récession aux États-Unis, Pierre, sous 6 à 9 mois et 20% de baisse encore une fois. Alors oui, pour une raison toute simple. Oui, je voulais l'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation, oui, mais alors là, pour le coup, on peut se pencher sur le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai sujet, pourquoi on pourrait avoir 20% de plus, c'est associé en fait au fait que pour le moment, la microéconomie, à savoir les résultats des entreprises américaines, n'ont pas été révisés en baisse pour les trimestres à venir. Or, vous savez qu'en récession... Parce que jusqu'à présent, ça tient bien. Ça tient bien, oui, mais on n'était pas en récession. C'est-à-dire que si on va en récession, une récession, ça coûte combien? Le premier trimestre aux États-Unis, on est en récession. Oui, mais facialement. Technique, on va dire. On n'est pas dans une vraie récession où c'est la demande qui entraîne en fait l'économie à décroître. Regardons les trois dernières qu'on ait connues aux États-Unis, 2000, 2007, 2008, 2020. Eh bien, en général, ça coûte aux anticipations de bénéfices entre 15% et 30% de révision en baisse. Entre 15% et 30% de révision en baisse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Certains investisseurs disent aujourd'hui, les 25% de baisse des marchés, c'est top, ça a ramené les niveaux de valorisation, si vous savez, c'est le nombre d'années que les investisseurs sont prêts à acheter les actions américaines, à un niveau raisonnable, 16, alors qu'on était à 23, en fait, avant les 25%. C'est vrai de dire ça, mais c'est incomplet. C'est vrai, sauf que, en fait, c'est quoi un niveau de valorisation? C'est un nombre d'années de bénéfices projetés. Or, si vos anticipations de bénéfices sont révisées de 15 à 30% baisse, votre 16 d'aujourd'hui, en réalité, correspond en fonction des épisodes, puisque ça coûte entre 15%, ça devait être en 2000, 30% en 2008 et 20% de révision en baisse en 2020, eh bien, entre 15 et 30%, ça ramène le niveau de valorisation actuel, au cours actuel, entre 20 et 25. Et donc ça veut dire que là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que les marchés sont pas chers. Et donc c'est ça le vrai sujet. Et là où il a raison, en fait, le patron de JP Morgan, c'est qu'effectivement, si la microéconomie, c'est-à-dire les résultats d'entreprise sont révisés comme d'habitude entre 15 et 30% en baisse, on peut avoir effectivement une baisse supplémentaire entre 15 et 30%. C'est très difficile. Donc, intellectuellement, donc on comprend l'enchaînement, l'argument, le raisonnement. Quelle probabilité on met sur un scénario comme ça? Il est fort. Il est fort. Alors attention, ce n'est pas forcément demain. C'est-à-dire que lorsque la récession arrive dans 6 à 9 mois, on peut avoir, après avoir eu des périodes de baisse, de grand stress, on peut toujours avoir des périodes de rebond. Mais stratégiquement parlant, sa posture, à notre sens, elle est légitime. Impossible d'avoir une récession économique sans avoir une récession des bénéfices des entreprises? On ne peut pas être dans cette configuration-là? Non, ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, c'est quoi la richesse qu'on crée? La richesse qu'on crée, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui produisent dans votre zone. Tout simplement. Donc en réalité, il y a une corrélation avec l'inflation, même si on vend moins et si on vend plus cher. Non, mais la croissance en volume fait que non, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas récession dans ces cas-là. Le chiffre d'affaires est en valeur. Le chiffre d'affaires, oui, mais la valeur ajoutée, c'est impossible parce que la croissance, en fait, telle que vous l'évoquez, elle est corrigée de l'inflation.
Donc vous pouvez avoir en fait des chiffres d'affaires qui montent, mais vous ne pouvez pas avoir en fait des niveaux de bénéfices en fait qui restent complètement atones en période de récession. Ça s'est jamais vu en fait. Par construction, c'est impossible. Que ce soit en 2000, que ce soit en 2007, 2008, que ce soit en fait en 2020. Donc la réalité, c'est que cet environnement-là, cette position-là, elle paraît relativement légitime. Alors elle vient peut-être rajouter un petit peu de stress au moment où les marchés sont un peu stressés. On peut s'interroger sur le timing en fait de cette annonce-là, mais elle est assez légitime. Je rappellerai juste un élément. Pour aller dans ce sens-là, il ne faut pas oublier que les ménages américains et les investisseurs américains vont devoir supporter une hausse des taux d'intérêt comme jamais ils l'ont vécu en termes de rapidité. On a pris 3,5% de plus en quelques mois. Aujourd'hui, les taux hypothécaires, ils ne sont pas à 3 ou 4, comme on peut encore les avoir chez nous. Ils sont à 7, Ils sont à 7. Ouais, 7. 400 points de base, vous savez combien ça coûte en capacité d'emprunt aux acheteurs? Eh bien, ça coûte en général, à mensualité constante, 35% de baisse de la capacité d'emprunt. Wow. Donc, il faut qu'on m'explique comment, notamment même les prix de l'immobilier, c'est-à-dire que le 20% qu'il évoque sur les marchés actions, ça a déjà débuté, mais attention, il y a un marché qui va corriger fortement. Il corrige déjà en volume, c'est-à-dire que les volumes de vente se sont effondrés, les prix vont forcément corriger. Je le répète, 400 points de base d'augmentation des crédits hypothécaires, c'est 35% de capacité d'emprunt. Après, si la récession effectivement arrive et si l'inflation se calme, la Fed pourrait très bien infléchir un peu son discours. Bien sûr. Ça soutiendrait les marchés et peut-être qu'on n'aurait pas cette baisse de 20% supplémentaire dont nous parle. Oui, mais alors, historiquement parlant, c'est quand même, le flot de moins bonnes nouvelles sur le front microéconomique est devant nous, pas derrière nous. Or, je sais, et vous allez me dire que les marchés sont très anticipateurs, les banques centrales peuvent revenir en soutien des marchés relativement rapidement, mais attention, lorsqu'on a le flot de mauvaises nouvelles qui arrive, il est quand même très très peu probable que les marchés ne l'actent pas. Et on va le voir, on est au début de la saison de publication de résultats au troisième trimestre aux États-Unis. Les banques, ça commence après-demain. Oui, ça va être extrêmement intéressant parce que ce qu'on a déjà constaté depuis le début de l'année, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'une entreprise déçoit, elle prend un gros gadin. Après, lorsque l'entreprise est à peu près en ligne avec les attentes, elle reste à peu près stable. Ça veut dire quoi? Mais donc pourquoi les marchés finalement n'ont pas tant corrigé que ça jusqu'à maintenant? C'est parce que la proportion de boîtes qui surprenaient négativement les analyses financières était relativement faible. Donc même si elles prenaient des gros gadins, même plus que de raison, à savoir plus que les normes historiques, c'est vraiment elles corrigeaient vraiment beaucoup, mais la faible proportion fait qu'il n'y avait pas de dissémination. Là aujourd'hui, attention, si on a, et c'est ce qui est le plus probable, augmentation des boîtes qui vont surprendre négativement et qu'on a effectivement une correction des titres associée à ces déceptions microéconomiques, là pour le coup on pourrait avoir en fait un nouvel accès de faiblesse. Donc même si on a déjà fait 25% de baisse, la courbe en J c'est traditionnel, ça a beaucoup baissé, mais attention en fait les marchés actions c'est des actifs risqués et au moment où on risque de voir finalement les entreprises s'offrir moins à travers l'augmentation des coûts de production, mais plus par rapport aux tensions liées à la baisse de la demande, donc des tensions sur le chiffre d'affaires, la top line, c'est quand même probablement un petit peu tôt pour se positionner stratégiquement sur les marchés, à savoir être un point d'entrée fondamental et qu'on est vraiment... Et le plancher, le fond de la piscine, comment on sait qu'on touche à peu près le fond de la piscine? C'est extrêmement compliqué parce que ça va dépendre de l'ampleur de la récession, ça va dépendre de l'ampleur de la récession, ensuite de la réponse des autorités, qu'elles soient budgétaires ou monétaires. On n'est pas à l'abri d'un très bon pilotage qui va permettre en fait de cantonner finalement la récession à une correction qui va être une correction maîtrisée, 10 à 15% de plus, pas plus. Voilà. Et par contre, si on n'est pas aussi à l'abri en fait d'erreurs de politique monétaire ou de politique budgétaire qui rendraient les conditions plus complexes. Juste un chiffre aussi pour l'année prochaine. Il va falloir qu'on le mette dans notre équation. Jusqu'à maintenant, quand même, on a eu en fait une augmentation des financements publics, un besoin de financement public, en gros les dettes d'État à financer, qui était relativement raisonnable cette année. L'année prochaine, on explose les compteurs. Il y aura du papier à absorber. Du papier à absorber, que ce soit aux États-Unis et en Europe, on explose les compteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de l'argent pour financer en fait ces émissions obligataires qui sont de l'argent public qu'il va falloir financer. Cet argent-là, si la Banque centrale ne les finance pas, il va bien falloir le financer avec quelque chose. Et donc, ça sera autant d'épargne qui, naturellement, aurait pu se déverser sur les marchés actions, les marchés immobiliers, qui sera capté par le marché obligataire. C'est ce qu'on appelle l'effet siphon lié à l'augmentation du besoin de financement public. D'autant que les taux d'intérêt sur les dettes publiques sont de plus en plus attractifs. Exactement. Et donc aujourd'hui, effectivement, acheter du 4% sur 10 ans aux États-Unis, à savoir du dollar, avec de la visibilité sur un pays qui est la première économie mondiale, effectivement, on peut raisonnablement se dire, même si les taux peuvent à court terme continuer à monter, on peut raisonnablement dire, ça, c'est une belle fenêtre de tir pour pouvoir reconstituer un fonds de portefeuille. Donc, vraiment, pour le coup, la posture du 20%, c'est pas, en fait, elle n'est pas dark. Elle est relativement rationnelle par rapport aux
aux épisodes historiques précédents, hein, donc récession Sans être microéconomique, et dans un contexte où les besoins de financement public vont forcément capter une partie de l'épargne qui aurait pu se déverser sur les marchés actions ou le marché de l'immobilier. C'est le contexte qui est devant nous pour les 6 prochains mois. Allez, merci beaucoup. On se reverra d'ici là. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David.